Attention, vous écoutez un programme audioactif. Oh, touch, yeah. Jack Miller nudging him wide as well. On the strike. Contact! Miller and Mir, side to side. They bash into each other. The checkered flag is out. It's Zarco versus Martin for second, but the race winner tonight, no questions about it. A stunner from Fabio Quartararo to win, and the battle for second is close, but it goes to Zarco in an amazing race. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de C'est qui en pôle. Aujourd'hui on se retrouve pour le numéro 189 et on va plonger ensemble dans le 6e Grand Prix de la saison, le Grand Prix de France sur le mythique circuit du Mans. Et pour ce faire aujourd'hui, je retrouve Pierre. Comment ça va Pierre ? Écoute, ça va super, salut tout le monde, comment ça ne pourrait pas aller après ce week-end de folie, de bonheur où on a pu voir le retour des Moto-E. Alors, j'avais pas prévu qu'on en parle aujourd'hui. Je l'avais pas vu venir. Tu dis pas, toujours champion du monde, Pierre. Bah, parce qu'on l'est toujours ces dernières années, donc c'est un peu un running gag relou, on m'a fait comprendre. Et pour nous accompagner cette semaine, on reçoit un invité qui fait sa wildcard de l'année dans le monde du podcast moto après avoir raccroché le micro en fin de saison, Kevin de la boîte à clapper. Comment ça va Kevin ? Eh ben bonjour à tous les deux, ça va, je suis content d'être là, on va dire. Nous aussi, on est très contents de te recevoir et maintenant qu'on est au complet, on va pouvoir tout de suite attaquer avec les petites infos du week-end et l'info à retenir pour le MotoGP, c'est qu'on a dépassé pour la première fois de l'histoire du MotoGP, il y a eu plus de 300 000 fans sur un week-end de Grand Prix. C'est un nouveau record d'affluence avec 311 797 personnes sur l'ensemble de l'événement. Kevin, est-ce que tu penses que c'est trop ? Est-ce qu'on dépasse les limites de ce que les murs du circuit peuvent accueillir à ton avis ? Bah, déjà, on sait tous que 310 000 personnes, c'est un chiffre qui est entre guillemets faux parce que en fait, les gens qui viennent plusieurs jours sont comptés plusieurs fois. Le chiffre le plus parlant, à mon avis, c'est celui des 120 400 et quelques personnes le dimanche. Donc ce qui veut dire que versus 119 000 l'année dernière, donc qu'en fait ça veut surtout dire qu'il n'y a pas plus de gens qui vont, mais les gens qui y vont restent plus longtemps. Il y a moins de gens qui viennent que pour le dimanche. C'est surtout ça qu'il faut lire, je pense, dans cette stat. Et après, bah oui, hein, forcément, on est à 120 000 personnes sur une journée, mais les infrastructures n'ont pas changé depuis qu'il y en avait 80 000, donc forcément, c'est une catastrophe. J'y étais pas, c'est la première année depuis 2016 où j'y vais pas. Mais rien qu'à voir les images, les gens sur le bord de la piste, c'était presque angoissant. Donc ça avait l'air d'être l'extrême limite de ce que le circuit peut accueillir. Ouais, pour avoir été sur place, on arrive au stade où c'est plus agréable en fait d'aller faire un Grand Prix dans ces conditions. Alors je vais pas cracher sur le Grand Prix de France, c'était super, j'ai passé un super week-end, les courses étaient folles et on passe toujours des moments de fou, tu vois plein de personnes, enfin c'est toujours très agréable, mais là, tu arrives à un stade où tu arrives le jeudi à 17h, tu ne peux pas te déplacer dans le village. Tu peux pas aller à un endroit en te disant tu vas être un peu tranquille pour voir le circuit. Le vendredi, tu peux plus faire le tour du circuit sans te dire putain, faut absolument que je trouve une place où je vais bien voir les séances parce que je ne vais rien voir sinon. Le vendredi matin, tu vois, pour vous donner une idée, les gars, Pierre, toi, t'étais là, t'étais avec nous en 2023. Déjà, c'était quand même assez rempli. Là, vendredi, on s'est retrouvés avec Thibaut et David qu'on salue sur place. Le garage vert, l'après-midi, était plein comme un samedi de sprint. Donc on arrive à un stade où en fait c'est plus gérable, les infrastructures sont pas suffisantes parce qu'il n'y a pas plus de sanitaires, il n'y a pas plus de tribunes, il n'y a pas plus d'écrans. Encore une fois, il y a énormément d'écrans sur le circuit et il y a énormément d'infrastructures par rapport à d'autres grands prix, mais ça suit pas en fait l'augmentation constante de la population sur le circuit en fait. On en revient à l'idée d'un deuxième Grand Prix de France plutôt que de remplir de plus en plus le Mans. Bah oui, franchement, on s'est fait la réflexion ce week-end et ça serait pas délirant quand tu vois le nombre de personnes qui ont envie d'y aller. Après, ça reste un budget et ça reste une gestion, j'imagine, qui nous dépasse et qui sort de nos compétences, tu vois. Mais c'est aussi un truc, c'est Kenny Forêt qui en parlait très bien dans l'émission auquel il participe, où il disait que déjà c'est un coût pour les gens de venir, mais en plus de ça, du fait de ce coût de venir au Grand Prix de France,
qui est en overdose de population, bah, du coup les gens vont plus trop voir l'endurance, vont plus trop voir le superbike, tellement il y a un engouement autour du MotoGP. Ce qui est une bonne chose, hein, les gens aiment le sport moto, c'est top, mais du coup c'est au détriment des autres courses. Donc s'il y avait un autre Grand Prix de France dans le sud, où vous avez envie de le mettre, ça diluerait un peu ça, et peut-être que les gens qui sont dans ce coin-là auraient envie d'aller voir autre chose aussi, parce que du coup c'est aussi l'offre et la demande. Plus il y a de monde, plus les places deviennent chères aussi pour le Grand Prix, donc ça devient compliqué, quoi. Je pense qu'on a fait la petite parenthèse population délirante du Grand Prix. On fera l'impasse sur aussi les comportements des gens qui vont avec le nombre de personnes qu'on a et tous les trucs un peu dramatiques qui seront passés entre les agressions, les morts et tout ce que vous voulez. Il y a quand même des mauvais côtés, mais c'est pas le sujet du jour. Ce week-end se déroulaient deux choses au Grand Prix. D'abord, le championnat Red Bull MotoGP Rookies Cup qui faisait sa deuxième manche sur 7 en France, et pour lequel on a deux Français qui sont Guillaume Planck et David Dacosta. Et surtout, il y avait le début du championnat préféré de Pierre. Kevin, tu as le droit de rire à ses propos. Pas du tout. Non, je sais que tu juges fortement le championnat. C'était le début du Moto-E, qui a lui aussi été marqué par des grosses chutes pendant la course. Est-ce que Pierre, tu as pris le temps de regarder ? Ouais, bien sûr que j'ai regardé. J'étais content de revoir les Moto-E en piste. Alors, je comprends bien toutes les problématiques qui sont liées à cette catégorie en termes d'audience et pourquoi il n'y a pas assez d'audience, hein, pas de souci. Mais moi, j'aime bien. Ouais, il y a eu quand même pas mal de blessures ce week-end, notamment le champion en titre Garzo, ce qui rappelle un autre champion en titre blessé avec le numéro 1, qui s'est blessé en FP1. On a Granado qui va chuter en course 1 et qui se prend une moto dans les jambes, fracture du tibia. Et on a Gutiérrez qui était vainqueur de la course 1, qui fait une grosse chute en course 2. Il tombe au milieu de la piste alors qu'il menait. Il se fait rouler dessus. Ça a été assez effrayant. Je ne sais pas si tu l'as vu autour du circuit, mais à la télé, c'était moche. Bon, fracture du bassin. Moi, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu sur place. Thibaut, le seul moment où il filme du week-end, c'était ce moment-là. C'était pas beau à voir. Donc ouais, c'est le problème des championnats qui sont concentrés sur très peu d'événements, je trouve. Il y a un peu trop peut-être d'excitation. Surtout qu'il y avait beaucoup de pilotes qui découvraient aussi la moto cette année, donc peut-être un peu de précipitation et d'erreur, quoi. Bon, on verra ce que ça donne pour les prochaines. En tout cas, moi, ça ne change pas. Je déteste toujours ça. Détester, c'est peut-être fort comme terme, mais vraiment, c'est... Ouais, enfin, il se passe rien, quoi. Je m'ennuie fortement devant ça. Moi, je tiens à rectifier quand même. Tu me fais passer pour ce que je ne suis pas. J'ai rien contre le Moto-E. Je trouve ça juste dommage qu'il n'y ait pas de pilote qui te donne envie de regarder. Et surtout, comme tu l'as dit, Pierre, la manière dont c'est diffusé et les horaires sur les circuits qui sont catastrophiques. Mais sinon, c'est dommage que ce soit pas aussi poussé. Tu vois, par exemple, ils ont annoncé l'arrivée d'un championnat de bagarre là, de Harley Davidson américaine. Pour moi, il ferait mieux de pousser le moto plus que ce que ça n'est que de rajouter une énième catégorie dont on se branle complètement là pour le coup. Voilà. Alors, je suis d'accord avec toi dans le sens où on s'en fiche des bagarres, mais apparemment il y a un public pour ça qui est beaucoup plus nombreux que celui du Moto-E actuellement. Ah ouais ? À toute l'Amérique du Nord. Hein. Aujourd'hui en moto américain, ça fait 3 ans que la course de bagarre est instaurée. C'est la discipline qui rameute le plus de fans et qui est d'engagement sur les réseaux sociaux. C'est la bagarre, c'est pas la World SBK, c'est pas la Moto America SBK ou la Super Sport, c'est la bagarre. Okay. Ouais, c'est fou. Loris Bass va devenir une star alors. Bah écoute, ouais, pourquoi pas. De retour en France, tu pourras aller le soutenir avec ton petit drapeau, Kevin. Ça ira. Bon, on va passer tout de suite au Moto 3 parce que quand on va arriver au MotoGP, il y aura plein de choses à dire et ça risque d'être très long. L'info importante du week-end, et celle-là, elle est pour toi, Pierre, c'est le retour de Maximo Quiles. Est-ce que tu étais content de le voir revenir ? Non, c'est un pilote que j'aime pas trop dans le comportement. Après, un talent incroyable. Et il l'a démontré d'ailleurs ce week-end. C'est bien qu'il soit là. Il met un peu d'animation en piste. Et puis on est content de voir un finito en slip toutes les 5 minutes.
Ouais, ça, c'est clair que chez la boîte à clapper, par contre, c'était des pros qui laissent. Donc j'imagine que c'était beaucoup plus joyeux chez vous. En qualif, on a Rulestone, Lunetta, Perez et Carraro qui se sortent de la Q1 et c'est justement Quiles qui va venir prendre la pole, la première pole de sa carrière en Moto 3 devant Guido Pini et Kelso. Et en course, après une belle bagarre entre Munoz, Kelso et Rueda, c'est Rueda qui va venir prendre la victoire devant Kelso, suivi de Munoz. Et pour compléter le top 10, on retrouve Carpe, Almanza, Furusato, Quiles, Fernandez, Lunetta et Perrone. Et pas mal de chutes et de personnes non classées, avec Piqueras, Krukas, Nepa, Oshii et Yamanaka. Et du coup, au classement, c'est Rueda qui continue à creuser sa petite longueur d'avance devant Piqueras et Kelso. Pierre, qu'est-ce que tu as pensé de la course ? Bah écoute, belle course, Rueda il partait un peu loin, mais il a su refaire son retard et rouler intelligemment. Il a dû sentir que le dénommé David Munoz allait encore faire une dinguerie, et ça n'a pas manqué, et il en a profité pour s'imposer à la toute fin, donc Rueda. Non, franchement, belle course, typique Moto 3. J'ai bien aimé ce qu'a fait qui laisse au début un peu avant de rétrograder. Angel Piqueras, pareil, bataillait pour la lutte pour le podium avant de chuter. Donc il y avait des changements de position. Enfin voilà, bonne course. Ouais, c'était une course intéressante à voir. Et puis encore une fois, Rueda a été très très intelligent sur sa manière de construire sa course, surtout sur la fin. Kevin, qu'est-ce que tu en as pensé, toi ? C'était plutôt cool comme course. Je suis déçu de Piqueras, premièrement parce qu'il n'a pas trop le droit. Alors bon, c'était une course compliquée avec une piste piégeuse, mais vu le niveau de Rueda, s'il veut avoir une chance de se battre pour le titre jusqu'au bout, il n'a pas le droit de faire des erreurs comme ça. Surtout que prendre un 25-0, ça va piquer. Je suis déçu pour Guido Pini aussi, parce qu'en fait, on parle de Maximo Quiles qui fait une perf incroyable. Deuxième course en Moto 3, il prend la pole, mais sa course était plus complexe. Il va terminer 7ème après s'être retrouvé au-delà de la 10ème place et tout. Alors que Guido Pini, avant sa chute, il est dans le groupe de tête, il va se battre pour la victoire. On en parle moins, à juste titre, parce que Maximo Quiles est complètement incroyable. Mais du coup, ça m'a un peu vraiment déçu, j'étais triste pour lui. Et la bise à Munoz, bien sûr, qui fait une course intelligente jusqu'aux 2 derniers virages où il a les 2 fils qui se touchent et qui va offrir la victoire à Rueda sur un plateau. Franchement, Kelso, il avait le mort. J'espère qu'il l'a attrapé à la fin parce qu'il fait une course incroyable, Kelso, et il se fait. Bon, j'aurais dit autre chose si c'était encore mon podcast, mais vraiment, il se fait avoir, quoi. Il n'a rien fait, quoi. Ouais, je sais pas qui a écrit dans le conducteur, je pense que c'est bien, mais c'est quand même écrit PTDR Munoz. Et nous, on s'est fait la même réflexion sur le bord de piste. On se dit, mais qu'est-ce qu'il est con quand il s'y met. C'est vraiment le mec, il a tout pour faire un beau podium. Et parce que, exceptionnellement, pour une fois, depuis le début de la saison, il reste sur ses roues en plus de ça. C'est quand même le truc à retenir ce week-end, c'est qu'il est resté sur ses roues. Et c'est pas donné pour chacun de ces week-ends depuis la saison, c'était quand même relativement compliqué, mais du coup c'est ultra frustrant parce qu'il a les capacités de faire des belles choses, mais comme tu dis Kevin, il a les 2 fils qui se touchent. Après, il y a des rookies qui ont fait des belles choses, comme tu l'as dit, avec Pini. Buchanan, il commence à trouver quelques petits trucs. Ça se voyait pas mal pendant les séances d'essai sur son pilotage et sur sa manière d'être en piste. C'était intéressant. Et Eddie Oshii, qui encore une fois joue de malchance. C'était déjà beaucoup le cas dans les championnats auxquels il a participé avant, mais qui tombe encore une fois. Je pense que la malchance, c'est son 2e prénom. Mais voilà, comme vous l'avez dit, c'était une course intéressante. Rueda qui a été impérial. Plus on avance dans la saison, plus j'ai du mal à voir, à moins d'un craquage mental, comment Piqueras peut venir regratter des points à Rueda. Parce que là, on l'a... Non, je suis pas d'accord avec ça. Pas vraiment, parce que la saison est quand même longue. Piqueras, il est pas si loin que ça de Rueda. Il est à 29 points. Ouais. Enfin, pour moi, la saison est encore très très longue. On a vu des craquages en Moto 3, la bise à Daniel Olgado, bien sûr. Comme ça, Rueda, il a été très friable sur ces 2 premières saisons. Là, il a l'air d'être rentré dans une autre dimension, mais pour moi, faut pas enterrer Piqueras encore. C'est vraiment un mec, il a montré par le passé très intelligent en course. Moi, je suis pas archi inquiet. Juste, faut pas faire ses erreurs. Il a pas beaucoup de jokers vu la forme de Rueda, quoi.
Oui, non, c'est clair. Mais ce que je veux dire, c'est que si Rueda reste dans cette forme et dans cette intelligence en fin de course comme il l'a fait là, parce que là, tu vois, il était derrière, il a pas essayé de doubler. Alors, les conditions de piste n'étaient pas dingues, même s'il pleuvait pas. Enfin, c'était pas les meilleures conditions de piste que tu peux avoir quand t'es au Mans. Il est quand même resté très intelligent et je pense que à sa place, moi dans le casque, je me dis ok, il y a Munoz devant, il va faire une dinguerie et je peux aller chercher les points, tu vois. Donc, s'il continue à faire ça jusqu'à la fin de la saison, il va falloir s'accrocher derrière au classement quand même. Ouais, ça c'est sûr. On va passer rapidement au Moto 2, comme ça on fait le tour sur cette course qui était relativement ennuyante, c'est pas le terme, mais pas transcendante, pour passer tout de suite à l'événement du week-end. En Moto 2, en qualif, en Q1, c'est Baltus, Alonso, Ramirez et Ortola qui se sortent pour que Gonzalez vienne prendre la pole en Q2 devant Baltus et Morera. Et en course, pas grand-chose qui change, du coup c'est Gonzalez qui vient prendre la victoire devant Baltus et Canet. Et au classement, ça donne donc Gonzalez avec 111 points devant Canet 95 et Dixon 77. Gonzalez très intelligent sur cette course, mais alors je pense que le truc à retenir, Pierre, contredis-moi si tu ne le penses pas, c'est Baltus qui enchaîne double podium en Moto 2 et qui se rapproche petit à petit à ce rythme de potentiellement une victoire dans la catégorie. Ouais, Baltus, non, je suis d'accord, très solide cette année, je trouve, en général. Je l'attendais pas à ce niveau. Honnêtement, c'est une surprise pour moi. Après, la moto a l'air de marcher, qu'il soit avec lui ou avec Canet. Donc, déjà, voilà, c'est-à-dire que le team fait du bon travail en général. Mais même lui, il a élevé son niveau. Donc, j'espère le voir sur la plus haute marche du podium. Alors, oui, c'est pas un Français, mais il y a un petit côté. Bon, il est belge, c'est un peu tout comme. Donc, ouais, allez Baltus. Il est très intelligent aussi. Il est très intelligent sur sa manière d'aborder les courses. Il disait que dans une interview qu'il avait complètement changé de mindset, en gros, qu'il avait arrêté de s'entraîner en moto entre les courses pendant la saison parce qu'il veut garder les sensations de la Moto 2 et plus être parasité par d'autres motos et par d'autres manières de travailler qui ne sont pas celles qu'il peut avoir en course, ce que je trouve assez intelligent vu ce qu'il en fait. Kevin, je sais que tu n'as pas vu la course, mais tu as vu les résultats du coup. Est-ce que tu penses, toi, que Baltus peut aller chercher sa victoire très bientôt ? Alors déjà, je te remercie pas de me balancer parce que si tu l'avais pas dit, personne ne l'aurait su. Mais c'est un classique de la boîte à clapper. Tu m'aurais dit que tu avais vu toutes les courses et toutes les séances, que je serais étonné. Déjà pour Barry Baltus, ce que tu dis, je trouve ça trop intéressant parce qu'il est vraiment à contre-courant sur son type d'entraînement du coup, et je trouve que vraiment il peut peut-être apporter quelque chose de différent et en se démarquant aller chercher de la perf. Donc à voir si c'est payant, mais il a un entourage qui est vraiment au top. Il bosse beaucoup avec Zarco, il est chapeauté par Xavier Siméon, etc. Donc c'est intéressant, il step up vraiment bien. On avait vu des petites choses les années précédentes, mais ça s'était pas concrétisé. Là, ça fait 2 fois de suite. Là, il fait faire la P2. C'est vraiment... c'est intéressant. Et en plus, alors, moi, j'irais pas jusqu'à dire comme Pierre que c'est tout comme s'il était français quand même. Il est belge, on va pas s'emballer. Mais je sais pas, ouais, je trouve qu'il a une sympathie quand il est en interview. Il a l'air très, très posé, très intelligent. Ouais, je l'aime bien. Je pense pas que c'est un mec un jour qui ira en MotoGP. Je lui souhaite de me tromper. Mais c'est un mec qui peut faire une vraie belle carrière, ça c'est certain. On lui souhaite quand même d'aller en MotoGP. Je sais pas s'il y a déjà eu des Belges en MotoGP d'ailleurs. Xavier Siméon. Ah oui, c'est vrai. Xavier qu'on salue, la bise. Ouais, bisous Xavier. Est-ce que vous avez d'autres points à relever en Moto 2 parce qu'on peut quand même noter la très bonne perf de Gonzalez, mais aussi Canet qui a eu chaud ce week-end. Canet, il a failli se rétamer là, à High-Side, limite aussi en course. C'était inattendu sa position sur le podium au final, mais il a bien démontré qu'il est présent cette année. Moi, je le pense toujours qu'il va probablement aller chercher ce titre. Mais ça, même si il est à 16 points derrière. Ouais. Après, à voir. Mais tu vois, s'il va chercher ce titre, est-ce qu'on peut se poser la question d'un passage en MotoGP et malheureusement, c'est pas une question de talent ou de pilotage, mais c'est une question d'image. Je sais de personnes qui travaillent dans le paddock que c'est compliqué pour certains teams d'avoir un pilote comme Aaron Canet, pas parce qu'ils le trouvent mauvais ou pas parce qu'il sait pas se tenir en médias, etc., mais à cause de ses tatouages. Parce qu'il y a beaucoup... Pardon, je t'ai coupé.
Non, vas-y. Non, mais je trouve que c'est de la giga merde et à mon avis, c'est vraiment en plus une erreur de calcul parce que il y a des pilotes qui n'ont pas de tatouage mais qui étaient bien plus extravagants et à mon avis qui étaient beaucoup plus problématiques en termes d'image que Aaron Canet. Et en plus, justement, c'est un pilote qui, via cette image un peu décalée, va se démarquer et sur lequel tu peux pas mal t'appuyer pour faire de la com. Donc, à mon avis, en plus d'être une connerie, c'est une erreur de calcul. Après, en pilotage, il est un peu juste, mais je pense que ça peut se faire. On a vu des mecs bien moins bons que lui aller sur une MotoGP. On fait la bise à Somkia Chantra. Ouais, mais après, Canet, déjà, il est espagnol et on l'a vu l'année dernière avec Sergio Garcia. C'est pas forcément un avantage en ce moment avec le nombre d'Espagnols qu'il y a en catégorie Rennes. Deuxièmement, il est assez âgé. Je suis pas pour du jeunisme en MotoGP, hein, mais 25 ans pour arriver, donc ce serait 26 ans s'il arrive l'année prochaine dans la catégorie Rennes, c'est quand même tardif aujourd'hui. Et ensuite, il a pas un talent incroyable. Il est très bon et il mériterait d'être titré, c'est pas le sujet. Mais il n'y a pas un talent où tu te dis, comme un Aldeguer, où tu as vu des coups d'éclat, ou même des Sergio Garcia l'année dernière en début de saison, où tu dis, ouais, lui, il a quelque chose en plus et potentiellement, ça peut marcher en MotoGP. Moi, je pense que les teams MotoGP, ils regarderont plus Manuel Gonzalez que lui. Même si, quel que soit lequel des deux sera titré, mais je pense qu'il est plus intéressant pour un team MotoGP. Ouais, bah après, je te rejoins là-dessus, Kevin. Pour en finir avec cette histoire de tatouage, c'est surtout que beaucoup de sponsors japonais, asiatiques et tout ce que tu veux voient ça comme une représentation des Yakuza et que du coup c'est mal vu. Enfin, c'est une question d'image. Quand tu vois que certains pilotes peuvent pas aller faire les 8 heures de Suzuka à cause de ça, enfin, ça rend le truc un peu compliqué. Ce qui est complètement débile, je l'entends. Mais du coup, ça serait dommage si c'était une raison pour qu'ils passent pas en MotoGP. Par contre, je vous rejoins sur le fait que peut-être qu'il est un peu juste et je serais pas étonnée plutôt d'un passage en 600 en Superbike par exemple, s'il est titré. Bah, si t'es titré, t'as envie d'aller voir autre chose, et si on te refuse une porte en MotoGP, tu restes en Moto 2, soit. Ah bah oui. Ouais, clairement, je le vois. Bah, tous les jours. Ah bah oui, enfin je pense qu'il vaut mieux être le roi du Moto 2 qu'aller se casser les dents en Superbike sur un championnat que moins de monde regarde, sur lequel tu vas gagner moins d'argent et sur lequel là vraiment... Parce que s'il est champion Moto 2 qu'il n'a pas de place en MotoGP, t'as plus de chances d'y aller dans 2-3 ans si tu écrases le Moto 2 pendant 2-3 ans que plutôt si tu vas en Superbike. Si tu vas en Superbike, tu peux jamais revenir. Hein. Donc oui, même s'il est champion Moto 2, je pense qu'il faut rester s'il n'a pas de guidon MotoGP. Hein. Ouais, bon, on verra de toute façon s'il finit par être titré ou pas, sachant que, comme tu dis, c'est Gonzalez qui travaille dur pour aller chercher le titre et qui va, je pense, nous donner encore cette année une belle saison. Par contre, on peut faire une petite parenthèse rapide sur le Team Aspar qui ne progresse pas plus que ça au final, avec Holgado qui est 16e et Lopez qui est 10e. Pas du tout Lopez, pardon, David Alonso qui est 11e. David Alonso qui s'améliore un petit peu, mais c'est pas aussi transcendant que ce qu'on pouvait attendre. Donc c'est un peu anecdotique vu que c'est un peu la même chose depuis le début de saison, mais c'était important à préciser, je pense. Alonso, moi je trouve qu'il y a du mieux quand même. Il était vraiment dans le dur et que ce soit sur les séances d'essai ou même en course, là il est pas loin de gratter un top 10. C'est quand même, il y a du mieux. La progression effectivement est pas fulgurante comme on se l'attendait. Mais bon, à surveiller parce que je pense que en fin de saison, à mon avis, il sera perfo. Et par contre, Holgado, oui, là, il n'y était pas, mais en tout cas, son début de saison est vraiment impressionnant. Je trouve que c'est ok. Hein. Pour l'instant, c'est des rookies. Hein. Ouais, voilà. Ils sont pas tous Raoul Fernandez, quoi. Oui, mais c'est pas là où on les attendait, ce que je veux dire. Ouais, mais... C'est pas après, on verra de toute façon. Une fois qu'ils seront adaptés, c'est Thomas Morsolino qui en parlait très bien quand il est venu débriefer du titre d'Alonso dans le podcast. C'est que la transition Moto 3, Moto 2 est beaucoup plus compliquée qu'une transition par exemple Moto 2, Moto GP et que ça prend du temps et que des fois il te faut au moins une année pour réussir à faire tes armes dans la catégorie. Quoi. Ouais, c'est ça. De toute façon, ce qu'on voit là, cette année sur les... là, je suis en train de regarder les classements. Sur les 7 premiers, c'est des personnes qui ont 2 ou plus de saisons dans les pattes en Moto 2, quoi. Donc, il y a pas de... Il y a Ajus qui est 8ème, qui a une seule année l'année dernière de Moto 2, mais sinon, c'est peut-être Diogo Moreira, mais voilà, c'est tout, quoi. Ouais, c'est clair. On va passer au MotoGP, parce qu'on a plein
plein de choses à dire. J'espère que vous avez du temps devant vous, les garçons. Déjà, les infos importantes du week-end. La première, c'est le retour d'Oliveira qui s'était blessé depuis l'Argentine, donc ça fait plaisir de le revoir. Le clan de Portugais habitués du Mans était en folie ce week-end. On avait un fameux Eduardo Mendes qui hurlait en bord de piste. Je pense que j'ai jamais autant ri en voyant un supporter d'Oliveira, puisque pour la petite anecdote, il se filmait avec sa GoPro en train de donner des conseils à Oliveira en portugais dans tous les sens. J'avais l'impression de voir ma belle-mère à un repas de famille autour du vin portugais. C'était très drôle. Et ensuite, au niveau des blessés, on a Acosta et Chantra qui étaient opérés du syndrome des loges après Jerez. Il n'y a que Acosta qui était de retour. Chantra, lui, a été remplacé. Kevin, ça va te faire plaisir, par Nakagami. Ouais. Vraiment, s'il y en a un qu'on n'attendait pas à revoir, c'est bien lui. Et puis surtout, vu la course, là où il finit ce week-end, je pense qu'il est content d'être venu. On va en reparler après. Et 2 infos importantes. On parle déjà du Mercato à la 6e course. On n'a même pas encore digéré la fin de saison dernière, qu'on parle déjà de la prochaine. La première, c'est la potentialité de Bastianini chez Yamaha. Et information auquel, Kevin, tu as répondu que tu étais très content si ça se faisait pour les deux. Est-ce que tu peux développer ton point ? Alors je peux développer mon point. Très content, c'est un grand mot parce que c'est pas mon petit frère et je roule pas en Yamaha, mais en vrai, je trouve que c'est un bon plan pour les deux parce que Bastianini, c'est un pilote qui va vite, il l'a prouvé. La moto, elle est en train de progresser et je pense que c'est pas ce qui reste de Rins et Miller et Oliveira qui vont aider Fabio à pousser la moto dans leur retranchement, même si Miller fait une saison assez honnête et que Rins s'est trouvé du rythme ce week-end, on sait pas d'où. Je pense qu'un mec comme Bastianini, aller chercher un mec qui va aussi vite comme Bastianini, c'est que du plus pour Yam. Et pour lui, oui, forcément, parce que la KTM, elle est compliquée. On ne sait pas si elle sera là l'année prochaine. Ça part vraisemblablement pas dans le bon sens. Donc, pour moi, c'est win-win. Bon, on verra si c'est avéré ou pas. De toute façon, c'est les rumeurs qui commencent à traîner. Ça va poser question encore un petit moment, je pense. Par contre, le mercato, le grand mystère de cette saison, enfin mystère, le grand suspense qu'on va avoir, je pense, à Silverstone et pour quelques courses, c'est Martin. Martin qui était présent dans le paddock ce vendredi. Alors, il faut savoir que pour avoir été sur place, personne n'a parlé de la présence de Martin dans le paddock. Vraiment, j'ai vu quelques vidéos samedi matin de 2-3 fans qui ont pris des photos avec lui, mais alors vraiment, par rapport à la population qu'il y a au Mans, c'est vraiment comme si toi, Kevin, t'allais à Auchan à côté de chez toi et que quelqu'un te reconnaissait pour le podcast, quoi. Donc c'est en termes de population, c'est pas énorme. Et d'après une source de Daryl Ramadier, il aurait été vu sortant du bureau de la Dorna vers 20h. Donc on part de ça et ce matin on termine avec un article de Motosport. Il faut savoir quand même que Motosport, quand ils sortent des articles, ça s'avère souvent vrai, avec une rumeur sur Martin qui voudrait casser son contrat chez Aprilia, et d'après les rumeurs de paddock, ça serait pour aller chez Honda. Pierre, est-ce que tu penses que c'est une bonne chose ? Oula, franchement j'ai vu passer ça, c'est un peu rageant d'un côté parce que, désolé de digresser, parce qu'on parle plus de la victoire de Zarco, on parle que de ça depuis cet après-midi sur les réseaux sociaux. A priori, ouais, Martin n'a fait qu'un saut dans le paddock, il est pas resté tout le week-end, et après il s'est mis genre dans le box d'Aprilia pour soutenir les copains. Non, il est venu que le vendredi, discuter, il s'est barré. Bon, c'est très chelou. Mais je comprends pas son move. J'ai beau réfléchir, ça n'a aucun sens de faire ça, même s'il croit plus au projet, même si parce que même si finalement c'est juste pour mettre un coup de pression à Aprilia parce que la moto est pas assez performante, on peut le voir avec Raúl Fernandez et Bezzecchi. Je vois pas en quoi ça va mettre Aprilia dans des bonnes dispositions pour l'aider. En fait, dans tous les cas, ça va vers le divorce si c'est avéré. Je vois pas comment ça peut finir autrement. Puis surtout, en fait, moi j'ai un peu de mal à comprendre comment tu peux vouloir partir d'un team pour lequel t'as pas roulé, en fait. Ça me paraît un peu compliqué. Kevin, t'en as pas le mal parlé aussi cet après-midi. C'est quoi ton point de vue sur la chose ?
Déjà, je vais appuyer ce qu'a dit Pierre, le fait qu'il vienne le vendredi, mais qu'il reste pas au circuit pour rester avec ses potes dans le box Aprilia, déjà ça dénote bien qu'il se passe quelque chose de pas clair dans l'histoire. Moi, je pense qu'il a peur, je pense qu'il se rend compte que sa signature... En fait, on le savait tous, il n'y a que lui qui le savait pas, à mon avis, mais sa signature l'année dernière, c'est vraiment sur un coup de tête, d'un coup de colère, quand il a appris ce qu'allait faire Ducati. Donc il y a son meilleur pote qui est passé dans le coin, il a fait mais moi si tu veux tu peux prendre ma place, il a fait ouais c'est bon vas-y. Et en fait le projet Aprilia il est vraisemblablement pas très bon, même si c'est compliqué, enfin je trouve ça dommage d'en juger en fonction de ce que font les autres sur la moto sans avoir vraiment posé ton cul dessus pendant 4 courses, tu vois. Donc ça c'est dommage. Après, honnêtement, il est comme nous là il est à peu près comme nous, il est dans son canapé depuis le début. Quand on voit ce que font ses copains, je le comprends un peu parce que la moto, elle a l'air, franchement, demain tu me dis que c'est la pire moto du plateau, je peux pas dire le contraire. Ça a l'air d'être potentiellement la 5e force du plateau. Mais elle est garée, hein. Ouais, sauf que dessus, t'as un Raúl Fernandez qui est complètement aux fraises, un Ayogura qui est un rookie et un Marco Bezzecchi qu'on sait plus si c'est son cousin ou c'est lui qui conduit, quoi. Donc, à un moment donné, peut-être que si lui monte sur la moto, elle va le jouer des top 5 et ça, on peut pas le savoir tant qu'il est pas monté dessus. C'est ça moi qui me paraît dingue, c'est que comme tu dis, les pilotes qui sont dessus, même si ça me fait mal de le dire parce qu'il y a Marco Bezzecchi, mais ils font pas grand chose. La question se pose de est-ce que c'est la moto, est-ce que c'est les pilotes. Bon, Fernandez, la question se pose pas, les deux autres on peut se poser la question parce que Ogura a quand même fait des choses pas dégueu, et Bezzecchi des fois il a des éclairs de lucidité, ça dure un tour mais ça arrive, et que lui il a quand même un potentiel différent des autres avec lequel il partage le paddock en fait. Pour moi, on a la réponse, c'est la moto, dans le sens où Vignales l'année dernière, c'est le seul qui réussit à faire des coups d'éclat avec cette moto. Et comme par hasard, cette année, c'est un des seuls qui fait des coups d'éclat avec KTM. Donc on sait que c'est Vignales, c'est son talent qui fait parler les motos. Et c'est pas les motos qui surperforment et qui compensent les problèmes de talent des pilotes. Donc... Je vais couper cet extrait où tu fais un compliment à Vignales. J'ai toujours connu le talent de Vignales. Après, il y a d'autres choses que j'aime pas chez lui. Je vais en faire un générique pour le podcast. Mais par contre, moi, partie Aprilia mis de côté, moi, voir Martin sur une Honda, j'adore. Vraiment, j'adore. Non, mais Honda, c'est pas possible. Excusez-moi de vous couper. On a parlé, il y a des rumeurs Mercato. On a parlé de Acosta chez Honda. On a parlé de Toprak chez Honda. On a parlé de Johan Zarco chez Honda. Ça commence à faire beaucoup de monde chez Honda. Après, il y a la... Pardon, Kevin, vas-y. Mais en fait, je suis d'accord avec toi. Le truc, c'est que Marini, si je me trompe pas de contrat pour l'année prochaine. Oui. Donc, il y a un guidon qui est à dispo. Et en fait, tu es face à 3 choix. Donc, Zarco, forcément, avec ce qui vient de se passer. Toprak, auquel je crois vraiment peu. Et même si tu es Honda, en fait, là, tu es là, ouais, Zarco, Toprak, qu'est-ce qu'on fait? On garde Marini et tout. Et là, t'apprends que Jorge Martin, lui, veut se barrer. Mais là, tout ce que tu avais prévu, tu le mets de côté et tu vas parler avec Jorge Martin. Ça paraît certain. Et la même réflexion qu'on fait sur Aprilia, j'adore Zarco, tout le monde le sait. Je pense beaucoup de bien de Mir et de Marini, mais c'est pas Jorge Martin, quoi. Et quand on voit ce qu'ils arrivent à faire cette année avec la Honda, qui est très bien, et avec Jorge Martin dessus, qu'est-ce que ça pourrait être, quoi. Donc, j'aimerais bien voir un vrai Cador sur cette moto. Et Jorge Martin est là-dedans. Mais je suis d'accord avec toi, Pierre, toute la terre va rouler sur la Honda si on écoute les rumeurs, quoi. Bon, après, il y a quand même 2 choses à prendre en compte sur ces rumeurs. On digresse beaucoup et on va vite clôturer la parenthèse Mercato, sinon on va parler que de ça. Mais il y a 2 choses à prendre en compte. Déjà, tu parles de Toprak. Toprak a quand même plusieurs fois déclaré que s'il venait en MotoGP, c'était avec BMW. BMW sont quand même laissé plusieurs fois entendre qu'il serait pas contre à aligner un team en MotoGP, ce qui pourrait être intéressant pour lui, à voir ce que ça donnerait, et ça ramènera un nouveau constructeur, ça serait pas négligeable. Et il y a aussi la rumeur qui prend de plus en plus d'ampleur dans le paddock, et on en a encore entendu parler ce week-end, de la dissolution complète de KTM en MotoGP, avec le fait que ça serait deux Honda qui prendraient la place de 2 KTM et 2 Yamaha qui prendraient la place des 2 autres. Donc à partir de là, ça voudrait dire que tu as 6 places pour les Honda et 6 places chez Yamaha. Donc des choses peut-être qui sont en cours, peut-être qu'on n'a pas l'information, mais qui pourraient expliquer aussi toutes ces rumeurs. Ouais, sauf que tu gardes quand même que 2 motos officielles et que la plupart des pilotes vont pas vouloir des motos satellites. Mais si t'es vraiment Honda, en fait, tu viens Mir aussi tant que t'y es, même si je l'aime bien, mais ça suffit. Et tu prends Martin et Acosta et point barre, quoi.
Ah bah oui, non mais clairement. Et puis, tu vois, on parle beaucoup de... il faut mettre Zarco sur une officielle, c'est nécessaire, il a besoin, il a fait ses preuves, etc. Mais en fait aussi, qui nous dit que Zarco, il a envie d'aller chez une officielle quand tu vois, entre l'ambiance chez LCR et l'ambiance chez Honda officielle, des fois, tu peux aussi te poser la question. Il est sur la fin de carrière. Il a peut-être plus envie de prendre du plaisir qu'aller se prendre la tête avec un team officiel qui va lui casser les couilles. Je pense qu'il a envie dans le sens où aujourd'hui, après ce week-end, il a clairement dit que c'est Honda, c'est la décision d'Honda qui le placera en team officiel ou chez LCR. Donc, si c'est la décision d'Honda, c'est que lui, il l'a demandé, la place en factory. Et que ça lui va aussi de continuer chez LCR, mais qu'en gros... si sa décision était de rester chez LCR, il n'y aurait même pas ce débat. Après, il y a des avantages et des inconvénients, on les a déjà fait, mais c'est une question de statut, dire j'ai roulé pour un team officiel dans ma carrière, tu vois. D'ego aussi, hein. Ouais, bien sûr. On va pouvoir passer sur le dernier point que tu vas nous expliquer rapidement, Ouais, Pierre. rapidement. Ce week-end, on a aussi vu un changement de règlement qui est lié à tout ce qui s'est passé en début de saison. Je te laisse nous expliquer. Ouais, effectivement. Alors, je vais essayer de faire concis mais clair. Donc, on a eu des annonces sur les changements de règlement avec effet immédiat. Donc, sur les essais MotoGP pour un pilote en retour. Donc, c'est les pilotes principalement blessés. On sait que c'était un souhait d'Aprilia qui a beaucoup poussé pour cette nouvelle réglementation. Je suis pas forcément d'accord avec, en cours de saison en tout cas. Donc, ce seraient des pilotes qui n'ont pas roulé depuis au moins 3 GP ou plus de 45 jours. Ok. Donc ces pilotes-là, il y aura la possibilité pour eux de faire un jour d'essai en piste avec 3 trains de pneus maximum pris dans l'allocation des pneus test constructeurs. Je trouve que ça pose quand même question sur l'égalité de traitement des pilotes, en sachant que par exemple un pilote comme Oliveira pour Pramac Yamaha pourrait se voir refuser des essais avec les pneus tests de Yamaha, parce que Yamaha pourrait dire qu'ils sont mieux à faire que de faire rouler Oliveira en essai pour une reprise. C'est un exemple. Ça se comprend. Hein. Ouais, mais voilà. Il y a des petites choses comme ça. Dans l'ensemble, c'est plutôt bien foutu, sinon. Mais ça a des avantages, encore une fois. Les marques qui ont des concessions élevées, comme Ducati aujourd'hui, qui ont déjà moins de pneus pour des tests que les autres. Et en plus de ça, ils ont plus de pilotes, donc potentiellement plus de blessés, bref. La deuxième règle qui est modifiée, c'est la règle des départs. D'ailleurs, on l'a vu ce week-end, elle a été utilisée immédiatement. Donc la règle est simplifiée et unifiée pour les pilotes qui quittent la grille de départ. Donc c'est soit sur problème technique ou sur choix de pneumatique par rapport à la météo qui change. Donc entre le sighting lap où ils sortent pour se placer sur la grille et le départ du warm-up lap, ils peuvent rentrer au stand depuis la pit lane, et donc dans ce cas-là ils devront repartir pour le warm-up lap depuis la pit lane, reprennent la position sur la grille à leur position de qualification, et ils auront à faire un double long lap en course au lieu d'un ride-through comme précédemment. Et ça s'applique aussi aux pilotes qui ne font pas le sighting lap pour problème technique ou pour être sortis trop tard. Au moins, les règles sont claires. Il n'y aura plus de la Dorna avantage Marquez. Regardez, c'est des tricheurs. Et la dernière information à retenir, c'est que les constructeurs et la FIM se sont mis d'accord pour ne pas tester en piste la nouvelle MotoGP de 850 chevaux avant Valence 2025. 850 chevaux, putain, ça va envoyer Oula, du centimètres cubes. Je suis fatiguée. Je reviens du Mans, les gars. Il va falloir mettre des gripsters sur la roue arrière comme en motocross, parce que là, sinon... Oui, bah ça va. Tu pourras te moquer comme ça jusqu'à la fin de la saison. Oui, bref, 850 cm3, vous avez compris. On va passer tout de suite à ce qui s'est passé en course et pendant les séances. En Q1, c'est Zarco et Fernandez qui se sortent pour aller en Q2. Et en Q2, c'est une pole de Fabio Quartararo devant le doublé des frères Marquez. Je vous apprends rien. Et Zarco, lui, va se qualifier 11e. Donc le samedi, on a eu une course sprint un peu mouvementée, avec une chute de Pecco qui était remontée P4 au deuxième tour. On a aussi 6 tours en tête de Fabio qui s'est bien bagarré avec Marc, puis qui a été clairement incapable d'aller à la concurrence face à Alex et Aldeguer qui, eux, sont venus jouer des carénages sur la piste. On a Zarco qui a réussi à quand même à finir P6 et Acosta qui, allez savoir pourquoi, décide de tomber tout seul au dernier virage, dans le dernier tour. Moi, je pense qu'il n'a pas vu que Vignales s'est raté au chemin au bœuf, et du coup, il insiste pour bien protéger sa position, alors que c'est pas nécessaire, mais il le sait pas.
Ouais, mais à un moment donné, il faut peut-être essayer de réfléchir. Mais bon, Acosta commence à faire du Acosta et en fait, on n'est même plus étonné quand il tombe. Bref. Et les résultats de la course, c'est Marquez qui vient prendre la victoire devant son frère Alex Marquez et Fermín Aldeguer, suivi de Quartararo qui quand même s'offre une belle 4e place avec Viñales, Zarco, Digia, Rins, Mir et Fernandez qui viennent compléter le top 10. Et du coup, Binder et Bagnaia n'ont pas terminé la course, qui ne sont pas classés. Est-ce que vous avez vu la course sprint, les garçons, rapidement? Je sais pas quoi dire. C'était bien. Okay. C'est pas mal, c'est un bon avis. Et toi, Kevin? Pas mal, Aldeguer. Moi, je m'attendais pas à cette vitesse-ci, mais à ce niveau d'agressivité dans la bagarre avec Quartararo, par contre, pas du tout. Assez impressionné par Aldeguer là-dessus. Et t'en as pas parlé ou très succinctement, mais incroyable pole et incroyable chrono qui va être très dur à aller chercher de Quartararo. Ce qu'il a fait dans les 2 derniers secteurs, c'est de la magie, je pense. Voire de la sorcellerie même. Oui, je comptais en parler dans notre Pardon. débrief, mais tu fais bien. Non, mais tu fais bien d'en parler parce que c'est à noter. Et en plus de ça, l'ambiance, encore une fois, sur le circuit était folle. Ce week-end, il y avait vraiment un truc où il y avait une émulsion autour des gens assez dingue entre les très beaux tours de Quarta et sa potentielle pole position qu'on attendait tous. Tu vois, pour raconter ma vie 3 secondes, mais on était dans la ligne droite avec mon père et il y avait le speaker, mais le speaker il était en train de nous faire un AVC tout du long. Il n'arrêtait pas de répondre à son coéquipier, présentateur que Fabio allait faire une pole, et en fait c'était fou quand il est arrivé et qu'on a vu qu'il avait la pole, quand il est arrivé dans le parc fermé, enfin il était même lui il était en fusion, c'était assez dingue et franchement ça fait du bien de vivre ce moment et de voir ces moments où tout le monde est heureux dans les tribunes pour le pilote français, quoi. On va pouvoir en parler un peu plus en détail après. On va passer tout de suite sur la course du dimanche parce qu'il y a des choses à dire. Dimanche, la pluie s'est invitée dès le tour de formation. Elle était déjà là pour la Red Bull Rookies Cup, histoire de nous, dans le public, nous mettre bien au frais pour la course. Et ça a complètement semé le chaos. Tous les pilotes sont rentrés au stand pour changer de moto, ce qui a provoqué un drapeau rouge à cause de l'encombrement de la pit lane, et la course a été réduite d'un tour et le départ retardé, mais surprise, il pleut plus, c'est la météo du Mans, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. La majorité des pilotes sont repassés au stand pour récupérer leur moto avec des slicks, sauf quelques-uns comme notre très cher pilote très très intelligent Johan Zarco, qui lui a décidé de rester en pneu pluie, et la pénalité est évidemment tombée pour ceux qui ont quitté la grille devant, ont dû faire un double long lap. Le départ est donné, Marquez va prendre le all shot, mais Quartararo va le repasser immédiatement sous les ovations du public qui était en folie. Et derrière, c'est le carnage. On a Zarco qui tire tout droit parce qu'il est pris dans l'incident entre Bastianini et Bagnaia qui, eux, chutent. Pecco va rejoindre la course et se retrouve bon dernier. Pierre, on sait que tu pleurais devant ta télé à ce moment-là. C'était très dur. Je peux que compatir. Mais devant, pour les supporters du pilote français, on avait Quartararo qui s'imposait et qui était même en train de creuser l'écart sur Marc Marquez. Il va effectuer son premier long lap rapidement et se retrouver dans un petit groupe, mais pas très loin. Et l'idée d'un podium reste encore possible. Mais il va chuter dans le dernier virage du circuit, tout comme Brad Binder. C'est clairement le drame dans les tribunes au Mans. On est tous dégoûtés. On n'a qu'une envie, c'est que la course s'arrête à ce moment-là. Et pas c'est du le tout. tour. Alors, je t'assure que dans les tribunes, autour, on était dégoûtés. Mais c'était avant de voir ce qui allait se passer après, puisque Marc Marquez va reprendre la tête avant de purger sa pénalité. Et là, surprise, la pluie revient une deuxième fois. Et c'est là qu'on se dit que vraiment Zarco a eu le nez fin. Changement de moto à nouveau pour l'Espagnol, suivi de son frère et d'Aldeguer. Et c'est Johan Zarco qui émerge en tête avec 7 secondes d'avance sur Oliveira au milieu de tout ce bordel. Mais l'histoire va pas s'arrêter là, puisqu'il y a une troisième averse à 10 tours de la fin. Je vous assure que nous, on n'en pouvait plus de la pluie. On était trempés jusqu'aux os. Et Zarco va rester, lui, solide, tandis que derrière, Alex Marquez va chuter 2 fois. La première fois pour lui depuis ce début de saison en course.
Et Ferminal de Guerre, complètement impressionnant, va signer une remontée de dingue et va s'offrir son tout premier podium en course du dimanche derrière Marc Marquez qui lui va rester derrière Zarco avec quasiment 11 secondes de retard. Et c'est la consécration puisque Johan Zarco va s'imposer en solitaire, devenant le premier Français à gagner au Mans en catégorie reine depuis 1954 avec Monneray, et c'est Pedro Acosta et Viñales qui viennent compléter le top 10. C'était un Grand Prix complètement fou, un Grand Prix qu'on peut qualifier d'historique, surtout complètement inoubliable pour les personnes qui étaient sur place. Au classement quand même, ça nous donne Marc Marquez avec 171 points, Alex Marquez avec 149 et Bagnaia avec 120 points qui commence à avoir un peu de retard. À noter que c'est une course qui nous donne pour la première fois le plus vieux et le plus jeune pilote de la grille sur le podium. Puisque oui, Zarco commence à être le retraité du groupe. Kevin, à toi l'honneur puisque tu es invité de ce podcast. Comment t'as vécu la course depuis ta salle des fêtes ? Oui, bah, j'étais pas dans les conditions optimales. Effectivement, j'étais à un anniversaire, je regardais sur un petit téléphone avec mon tonton. Mais on a quand même pu vivre ça en direct, heureusement, parce que La bise à tonton. si j'avais été tout seul dans mon canapé, je pense que j'aurais fondu en larmes comme à Phillip Island en 2023, même si la dramaturgie est pas exactement la même. Les 15 tours où il est en tête et qu'il pleut, c'est long. Mais c'est long parce que je l'adore, mais on le connaît, il est capable de tout mettre par terre en une fraction de seconde. Ce qu'il a mis à Marquez, parce que tu dis qu'il y a 7 secondes quand Marquez ressort des stands, mais dans le dernier secteur du dernier tour, avant qu'il ralentisse, il en a 21 d'avance. Il lui a presque mis une seconde au tour dans la vue. C'était invraisemblable. J'ai adoré, moi, l'après, le respect que Marquez lui a témoigné déjà sur la piste, juste après. Dans le body language de Marquez, on sent qu'il a beaucoup de respect. Et au micro de Canal, Marquez, il dit vous me prenez pas, si on était tous partis en pluie, c'est quand même lui qui aura gagné parce qu'il était intouchable. Mais en fait, on le sait, il y a vraiment une fenêtre de tir qui est très réduite pour Zarco. C'est les pneus pluie usés où il est un extraterrestre. Ça arrive une fois tous les 20 ans, c'était hier. Donc incroyable, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Il arrive à gagner après ce qui s'est passé, l'accrochage au départ, alors qu'il aurait pu finir dans le gravier très facilement. Donc je pense que à l'inverse des autres, en fait, il a écouté sa tête plutôt que son instinct, parce que les pilotes sont partis, ils ont vu que la piste avait séché, donc ils se sont dit on va remettre des slicks et tout pour la plupart d'entre eux, sauf que ils avaient tous eu l'alerte météo, ils savaient que ça allait pleuvoir pendant le Grand Prix, donc il est resté calme. Il a vu, il est 17ème à la fin du premier tour, il voit tout le monde rentrer pour mettre les slicks, il s'en bat la race, il reste avec ses pneus pluie. Donc vraiment, une course avec la tête, quoi. C'était franchement un fin stratège. Alors du coup, on va commencer tout de suite avec Honda avant que tu nous donnes ton ressenti sur cette course, Pierre. C'est à noter quand même que du coup, Zarco devient le 5e pilote à gagner avec 2 motos différentes, en remportant du coup sa deuxième victoire depuis l'Australie 2023, comme tu nous l'as bien rappelé, Kevin. Le 5e pilote ? Ouais, il n'y a que 5 pilotes sur la grille actuellement qui ont remporté avec... sur la grille actuelle, ok. Oui, pardon, j'aurais dû préciser. Et il a surtout remporté la première victoire, comme j'ai dit, d'un pilote français depuis 1954. Et surtout, c'est la 100e victoire de la France en Grand Prix et la 16e en MotoGP. Voilà pour leur petite infostat. Pour Zarco, il disait que c'était pas une victoire seule, mais une victoire d'équipe. Puisque c'est l'équipe qui a clairement décidé de partir en pneu pluie. Comme tu dis, Kevin, il y avait toutes les applications météo qui disaient qu'il allait pleuvoir jusqu'à 15h. Même mon père passait son temps sur Rain Today sur le bord de piste en passant tout son temps à nous dire il va pleuvoir jusqu'à 15h, vous allez voir, c'est Zarco qui va gagner. Babas 46, il a le nez fin. Pierre, est-ce que toi aussi tu pleurais et t'étais en slip du coup devant ta télé à ce moment-là? Bien sûr, je me suis vite pris au jeu, vu la course de dingue, la chute de Bagnaia, j'ai mis ça de côté parce qu'il s'est passé tellement de choses après que fallait suivre les gens qui font des longues laps, qui retournent au stand, c'était vraiment une course de poulet sans tête quoi presque. Et c'était très rigolo et Zarco, je l'ai capté, c'est pas pour me vanter, mais je l'ai capté peut-être 10 secondes avant que sentir que la pluie revenait sur le circuit et que certains en slick allaient devoir repasser au stand. Je l'ai capté 10 secondes, je fais attends, Zarco il est combien là ?
4e ou 5e, je sais plus. Pareil. Et il y Pareil. a qui devant lui? Mais ils ont que des slicks. Mais là, s'il rentre, il va passer devant. Et c'était fou. Et j'avais beaucoup peur qu'il fasse une erreur parce qu'on l'a vu beaucoup de Français au Grand Prix de France mener parfois et chuter. Je pense notamment à Quartararo. Et on a souvent été déçus, mais j'ai vraiment été particulièrement heureux hier pour Johann Zarco. Je pense que Philippe Island restera plus fort pour moi parce que on l'avait attendu plus longtemps. Et puis on pensait peut-être que ce serait sa dernière puisqu'on savait qu'il partait de chez Ducati. Et finalement non, mais celle-là, elle a une place particulière aussi quand même dans mon cœur. Donc c'était un incroyable Grand Prix. Et puis il a quand même réussi à garder son calme, à marquer le rythme aussi, puisque en fait toute la course, dans les interviews qu'il a données après, il a dit qu'il gardait son rythme, mais qu'il faisait aussi en sorte de creuser l'écart. Il a été très très intelligent de pas rentrer au moment où les autres l'ont dit. Et moi, ce que je trouve fou avec cette victoire, c'est que c'est la première fois en 17 ans de carrière que sa mère vient voir une course pour lui. On l'a entendu 40 fois ce week-end, mais je trouve ça complètement dingue. Et alors, pour la petite anecdote, ça m'a beaucoup fait rire ce week-end. En bord de piste au garage vert, dimanche matin, il y avait un groupe d'hurluberlus complètement torchés, qui n'ont pas dû dormir depuis mercredi soir, qui étaient habillés en pape et en Jésus. Et un des gars qui était là habillé en pape, quand il s'est mis à pleuvoir pour la Red Bull Rookies Cup, s'est mis à dire à tout le monde s'il pleut au Mans, c'est Johann Zarco qui va gagner aujourd'hui. Et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé. Ça m'a fait beaucoup rire de me dire qu'un mec complètement torché avait le résultat du week-end. Et ça a beaucoup fait rire tout le monde d'ailleurs. Et il en était assez fier à la fin de la course. Est-ce que cette victoire d'Honda, cette victoire de Zarco et les résultats des autres pilotes au final, parce que il y a eu beaucoup de chutes. En fait, pour moi, c'est du coup un peu des résultats qui sont biaisés parce qu'il y a eu quand même pas mal de chutes et une course qui n'a ni queue ni tête quand on y pense. Marini qui finit 11e, Alex Rins qui finit 12e dimanche, mais au final, Mir il a fini 9e samedi en sprint. Marini finit 12e. Est-ce qu'on peut penser que Honda commence gentiment à remonter la pente et à trouver des solutions à ce qui était leur problème depuis quelques saisons, Kevin? Je sais pas. Pour sûr, ils sont dans une spirale qui est positive. Ils ont quand même... en fait, ce week-end, en tout cas, la course d'hier, elle peut pas être une valeur d'étalonnage du niveau réel de la Honda, ni de quelconque autre moto. Mais on voit depuis le début de la saison qu'il y a une continuité par rapport à la progression qu'on avait notée à la fin de l'année dernière, et pas que chez Zarco. Mir, c'est beaucoup mieux. Marini, c'est beaucoup mieux. Chantra, c'est catastrophique, mais il a clairement pas de niveau. Mais il a remplacé Nakagami, hein. Ouais, super. Il fallait une personne Nakagami du même qui niveau, fait justement super 16e en sprint, Nakagami, donc il est devant Bezeki par exemple, qui est pilote titulaire sur une officielle, et qui fait P6 qui fait P6. Non, mais c'est pas pour en rajouter, je veux dire, c'est une bonne perte de Nakagami, c'était étonnant. Tu sais, t'as ta petite cuillère de confiture et puis tu l'étales bien sur ta tranche de pain pour bien me faire manger mon pain noir encore 2 ans là. D'ailleurs, Kevin, du coup, avec tout ça, on parle de Nakagami. T'as sorti une stat sur lui cet après-midi. Est-ce que tu t'en souviens? Oui, c'est son meilleure course depuis 2021. Son meilleur résultat depuis 2021. Il termine P7 ou P6 P6. 2020, non? Non, 2021, il fait 4e. Ok. Je sais plus où. Alors qu'une fois, il aurait pu remporter la victoire avant de tomber, quoi. Mais il est tombé. En tout cas, c'est positif et franchement, c'était encore une fois beau à voir. Et je pense qu'on est un peu tous encore sur un nuage grâce à Zarco. Et ce moment, Kevin t'en a parlé hier, mais ce moment où il est tout seul sur la ligne de départ pour aller faire son backflip et qui pleure, je pense que je pourrais la revoir en boucle. C'était, je pense qu'un des moments, contredisez-moi si je me trompe parce que vous êtes plus vieux que moi et du coup vous avez plus de souvenirs, mais un des moments les plus émouvants du MotoGP ces dernières années. Oui, mais c'est biaisé parce qu'on est français, qu'on adore Zarco, mais oui, clairement, ça fait un petit truc quand on l'a vu faire ça, genre casser le protocole du podium, dire non, moi je m'en fous, je vais faire un backflip devant le public et tout ça, c'était trop bien. Ouais, c'était un peu pour rappeler à Rueda d'arrêter de lui piquer sa célébration en Moto 3. Non, mais après, pour côté émotif, il y a quand même Fabio Quartararo et son titre en 2021 qui était particulièrement émouvant aussi, pour nous Français.
Oui, c'est clair, mais bon, ça reste top 3 et c'est pas Oui. troisième pour moi. Et je trouve qu'en fait, c'est amplement mérité pour Zarco. Il y a beaucoup de personnes, j'ai vu beaucoup de personnes aujourd'hui dire que c'était un pilote surcoté. J'ai beaucoup de mal à comprendre ça, j'avoue. Et en fait, je pense que c'est une belle récompense de toutes ces années de travail, de tout ce qu'il a transmis à d'autres pilotes, de tout ce qu'il a fait, du pain noir que lui, il a mangé pendant quelques temps aussi, et pour son entourage aussi. Déjà, le mec qui remporte un Grand Prix qu'il attend depuis toujours, sur un circuit qu'il attend depuis toujours, et ce qu'il dit dès le début, c'est pas une victoire seule, c'est une victoire d'équipe. La modestie du type est quand même impressionnante, mais bon, ça on pourrait en parler pendant des heures, mais c'est beau à voir, et c'est aussi la preuve qu'il a su bien s'entourer ces dernières années, particulièrement avec son équipe très proche, donc je trouve que c'était vraiment un beau moment à partager, et honnêtement, pour avoir vécu ça du bord de piste, c'était fou, parce que comme vous l'avez dit, la course était longue. Franchement, c'était long. Kevin, tu l'as dit avant qu'on commence à enregistrer, tu remplaces Zarco par Morbidelli, on se fait chier. C'est vrai, mais en fait, il y avait un truc, une énergie où on était tous en train de se dire putain, faut pas qu'il tombe, faut pas qu'il tombe, faut pas qu'il tombe. Nous, on était au garage vert. On sait à quel point ça peut tomber à cet endroit-là, comme au S-Bleu et au raccordement. Vraiment, à chaque fois qu'il passait, on serrait les fesses. On se disait, ok, il faut qu'il tienne. Mais en même temps, il y avait une euphorie des gens qui criaient son nom, qui applaudissaient dans tous les sens. Enfin, les gens auraient pu être sur le bord de la piste en train de le soutenir, ils l'auraient fait. Donc c'était vraiment fou. Et je pense que quand on parle de Grand Prix historique, on se trompe pas, parce que même humainement, pour le public, c'était fou. Et c'était un des plus beaux souvenirs qu'on aura en France du sport moto, je pense. Après, on pourra en parler pendant des heures, et je pense qu'on va passer à la suite, sinon on va pas s'arrêter avec un Français qui a du coup fait un week-end, un dimanche moins fun, comme tu l'as dit, Kevin, Fabio Quartararo, qui a fait une qualif impressionnante, qui a fait une bonne sprint, même s'il n'a pas réussi à suivre les Ducati, mais qui finit par chuter après un très beau début de course ce dimanche dans le bac à gravier, et qui s'énerve contre les commissaires puisqu'il n'arrive pas à redémarrer sa moto, il peut pas repartir, et il a reçu une pénalité. Il est pénalisé à Silverstone de 10 secondes, il me semble, en FP1. Franchement, c'est une pénalité, je pense que la direction de course s'est dit ok, il nous a fait vraiment beaucoup de peine, on lui fait une petite pénalité qui va pas servir à grand chose. Je dis ça dépend de ce qu'il fait comme résultat. Il a été reconnu coupable d'un comportement irresponsable, désobéissant aux instructions directes des commissaires, mettant potentiellement en danger sa sécurité et celle des autres. Visiblement, c'est pas une pénalité qui a été donnée pour ses gestes d'énervement envers les commissaires, mais sur le fait qu'il soit assis contre le muret à la fin de la course. Pierre, est-ce que tu penses que c'est justifié ? Oui, c'est toujours justifié. Je l'ai déjà dit, dans des cas avec d'autres pilotes, notamment Vignales, la première chose à faire quand tu es dans le bac à gravier, si tu n'arrives pas à repartir, parce qu'ils ont le droit de tenter de repartir, c'est de sortir. Et de sortir immédiatement, en fait. Sinon, ils mettent tout le monde en danger. Les commissaires de piste qui restent avec eux dans les graviers, les autres pilotes qui peuvent tomber et se blesser aussi en cas de contact, et eux-mêmes, en fait. Donc, ça me paraît normal de pénaliser ce genre de comportement. Je comprends tout à fait l'état d'esprit de Fabio sur le coup, qui doit être rempli d'émotions et d'hormones, d'adrénaline, tout ce que tu veux. Donc, je peux comprendre qu'il n'est pas entièrement lui-même et il peut pas agir froidement, je vais sortir, je suis tombé. Je comprends, mais n'empêche que c'est normal qu'il soit sanctionné derrière. Tu rejoins Pierre là-dessus, Kevin ? Ouais, à 100%, on comprend que l'intensité dans laquelle il est à ce moment-là est complètement lunaire, donc c'est pas facile de contrôler ses émotions, surtout qu'on le connaît à ce sujet, c'est pas le plus fort. Mais franchement, faire quelques gestes d'énervement au commissaire, je peux le comprendre, mais là, il en a vraiment fait trop, il revient vers eux, même à un moment donné, pour continuer et tout, frère, c'est bon, c'était trop, même si, je pense que j'imagine même pas le niveau de stress dans lequel il est à ce moment-là, donc c'est compliqué. Il y a une frustration qui est énorme de toute façon. Après, je pense que ça vaut pas la vague de haine qui s'est pris dans la tronche par certains journalistes. Il n'y a pas vraiment de vague de haine. Il y a 2-3 journalistes qui ont voulu faire un petit peu de beurre dessus, mais franchement, il n'a pas trop pris la haine. Franchement, ça va. Moi, je trouve que ça va. Par contre, sur les vidéos qu'on voit, le public le hue, et ça a dû être dur un peu. Ouais, oui, c'est clair. Mais bon.
il reviendra que plus fort de ça, j'imagine. Ce qui a dû être dur aussi, excuse-moi de te couper, Ophélie, c'est la photo de Simon Patterson où il est en train de débriefer Fabio Quartararo en salle de presse et en direct live sur les écrans de la salle de presse. On voit Zarco qui fait son salto arrière devant le public français. Ça a dû être dur ce moment aussi. Ouais, je pense que ça l'a piqué. Et quand Canal, ça c'est vraiment de la psychologie de comptoir, hein, mais quand Canal lui pose la question pendant le débrief, en vrai ça se voit, il s'en bat les couilles. Enfin, je pense il arrive pas à être content pour Zarco. Je pense qu'ils sont pas vraiment potes de toute façon, donc je l'ai pas vu le ouais, débrief il de dit ouais, Quartara. il fait de la langue de bois comme à 99% du temps. Il dit rien, il dit ouais, je suis content, ça me fait plaisir, c'est cool. Enfin, en vrai, il aurait dit je m'en bats les couilles, c'était pareil quoi. Ouais, en vrai, je pense que c'était le fond de sa pensée. Hein. Bon, on va passer à un autre constructeur avant de venir clôturer cet épisode, puisque Aprilia, on en a déjà parlé, il n'y a pas grand chose à rajouter malheureusement pour leur week-end. À part que si, ça c'est encore une stat de chez toi Kevin, mais c'est Savadori qui fait le meilleur résultat de sa carrière avec une P9. Et il me semble que tu parlais de Fernandez aussi. Ouais, mais ça je m'étais trompé sur celle de Fernandez, donc tu pourras couper ça. Bah, je coupe pas, juste tu t'es trompé, c'est pas grave. Mais je me suis trompé, j'ai dit que P7 c'était son meilleur résultat de sa carrière, mais il a fait P5 et P6 aussi une fois. Voilà. Ouais, mais c'est tellement rare qu'on s'en souvient pas. Du coup, pour finir avec Ducati, c'est la fin d'une série de 22 victoires consécutives pour le constructeur, ce qui est assez impressionnant. Pierre, j'imagine que ça te fend le cœur. De voir ça. Carrément. Ouais, du coup, Ducati RRS a égalé le record de Honda de 22 victoires consécutives. J'espérais que ça continue cette année et qu'on aille beaucoup plus loin que ça. Voilà, seul Zarco au Grand Prix de France a le droit de niquer cette série, j'ai envie de dire. Je lui accorde de bon cœur et voilà, mais c'est le seul et il faut arrêter maintenant. On recommence une nouvelle série. Il y a un point important pour Ducati et pour Marc Marquez précisément, c'est son choix de pneus dimanche. Il y a quelques courses où il a dit, c'était en Italie il me semble, où il a dit les pilotes locaux connaissent bien leur piste, en fonction de la météo, faut pas réfléchir et les suivre. Ça c'était à Misano l'année dernière quand Martin et Bagnaia se disputaient le titre. Et il a commencé à pleuvoir, je sais pas si vous vous souvenez. Martin est rentré au stand et Marquez est resté bien sagement derrière Pecco qui était resté en piste. Et les débriefs d'après-course, Marquez disait quand tu connais pas trop la météo du coin, il faut suivre les pilotes locaux. Et c'était la bonne technique ce jour-là. Mais là, effectivement, Marquez, je pense qu'il a fait un choix de repartir en slick parce qu'il s'est dit ça a bien séché et je veux mettre toutes les chances de mon côté, mais la météo mancelle, on la connaît, hein, c'est pas... C'est beaucoup d'éclaircies, mais les averses continuent, quoi. Erreur de débutant pour Marquez. Kevin, d'ailleurs, c'est toi qui disais que c'était rare de voir Marquez faire des erreurs avec des gros guillemets sur ce type de décision. Moi, j'ai pas d'autres fois en tête où c'est arrivé. Peut-être ça a peut-être arrivé d'autres fois et il faudrait creuser. Mais moi, quand je l'ai vu rentrer, le premier truc que j'ai dit en regardant la course, j'ai dit là, s'il fait ça, il faut faire la même chose que lui parce qu'il se trompe jamais. Et preuve en est qu'à Austin, c'est lui qui fait le call que tout le monde suit et au final c'est lui qui avait raison. Je me rappelle de quand ils ont commencé à instaurer les flag to flag, à chaque fois qu'il y en a une, il a baisé tout le monde et sur la première même, il avait impressionné Rossi parce que sur la toute première course en flag to flag, quand il décide de rentrer, il freine pour que tout le monde le double et qu'il rentre pour pouvoir rentrer au stand sans que les autres le voient. Donc il avait vraiment fait un coup de ouf et c'était vraiment le meilleur moment pour rentrer. J'ai un souvenir au Saxon Ring aussi où il rentre, tout le monde reste en piste alors que c'est le déluge juste après. Donc il fait toujours les bons calls pour ça et là hier il s'est trompé. Bien lui en aura pris parce que ça aura permis de servir la victoire de Zarco, mais en général il fait pas d'erreurs comme ça et je pense que on n'est pas prêt d'en revoir. Après le bon choix, il l'a fait de toute façon, 20 points dans la poche à la fin de ce Grand Prix. Ouais. Il a rien à se reprocher. Non, il a fait encore une fois un très beau week-end. Non, c'est sûr. Après, il a dit à Doran, oui, un bon week-end, c'est quand je gagne. Franchement, il prend 32 points au lieu de 37 sur un week-end aussi cataclysmique. Je pense qu'il est très content de ce qu'il a fait, c'est sûr.
Bah, j'espère parce que ce serait un peu dommage. Et puis en fait, il avait l'air aussi heureux pour Zarco. On le voit à la fin quand il le check et tout. Je pense que même si t'es pas copain avec tous les pilotes du coin, à moins que tu sois Alex Espargaro, t'es obligé de te réjouir un minimum pour un pilote quand t'es sur la moto et que tu le vois exulter comme ça a été le cas sur la piste. Je Sauf pense du coup Quartararo, comme tu l'as dit. Il est content pour Zarco parce que Zarco joue pas le titre. Hein. Si c'est Bagnaia qui gagne, il est pas content pour lui. Hein. Oui, mais si Bagnaia il gagne au Mans, est-ce que ça nous fait le même effet, tu vois, Oui, non, mais après, oui, il a compris. Enfin, oui, je comprends ce que tu veux dire. Et effectivement, il a, ce que je disais tout à l'heure, il a montré beaucoup de respect à Zarco et ça, c'était cool. Bon, on a fait trop de compliments sur Marc Marquez, passons à autre chose. Alex Marquez qui tombe pour la première fois en course depuis le début de saison. Sa première erreur pour le titre. Pierre, est-ce que tu penses que c'est les conditions qu'on fait que c'est les conditions, je pense sa première chute, il est plus très lucide après et il refait une deuxième chute qui est très lourde. Je crois pas qu'il est blessé, mais c'était quand même assez violent. Non, petite erreur de déconcentration, peut-être. Après, il fait une bonne sprint P2, mais sur la course, c'est compliqué de tenir la longueur sous la pluie et voilà, ça lui coûte cher entre guillemets dans le sens où il commence à avoir des gros points d'écart avec son frère. C'est pire pour Pecco bien sûr, mais voilà, je pense pas que ça soit ça remette en question son état de forme. Je pense qu'il va continuer dans la même lignée que ce qu'il a fait depuis le début de saison, c'est-à-dire être très très fort et jouer les victoires chaque week-end. Mais oui, on peut dire que c'est sa première grosse erreur cette année. Ouais. Et d'ailleurs, dans le paddock, ce week-end, il avait mis un t-shirt sur son motorhome avec écrit on est premier, voilà pourquoi on travaille aussi dur. C'est très drôle. On en a déjà parlé, mais Aldeguer, qui fait son premier podium en MotoGP sur une course le dimanche, à 20 ans et 36 jours, il devient le 5e plus jeune pilote à monter sur un podium en MotoGP, après Nori Cabe, qui lui l'avait fait à 20 ans et 10 jours au Brésil en 95. Moi, j'ai un peu fait un pas en arrière concernant ce pilote. J'avais beaucoup de doutes sur lui en Moto2 avec sa deuxième saison. Je m'étais dit, c'est un coup de chance, il va arriver en MotoGP, il va rien faire. Kevin, toi, t'avais tendance à dire on dit ça et puis peut-être qu'en fait il va monter sur la moto et ça va être le crack de la future génération. Tu t'es pas tellement trompé au final. Il fait quand même de belles choses. Qu'est-ce que t'as pensé de son week-end ? Alors, moi, Aldeguer, j'ai émis énormément de doutes sur sa montée en MotoGP, mais effectivement, j'avais dit, il a entre guillemets, l'archétype parfait d'un Kazakhstanais dans le sens où le mec est tellement fort que même si c'est irrégulier, etc., il peut monter sur une moto et c'est un déclencheur, il va très très vite. Moi, en fait, son week-end et son début de saison m'effacent pas les doutes énormes que j'ai sur lui parce qu'en fait, ce qu'on a vu hier, moi, ça m'a pas surpris, ce qu'on a vu ce week-end. On sait que c'est un mec qui a un talent incroyable, qui est capable à un moment donné sur un week-end de voler complètement, d'être intouchable et de gagner les deux courses. Ça on le savait, c'est pour ça que c'est pas surprenant. Mais c'est un mec qui a des pannes de cerveau. Assez souvent, c'est un mec qui est capable d'enchaîner les grosses perfs comme d'enchaîner les catastrophes. Donc moi, c'est plutôt sur la longueur que je l'attends, sur la consistance. La constance. La constance. Les énormes perfs comme il a fait ce week-end, moi j'attendais rien de moins de sa part, surtout quand il est sur la meilleure moto du plateau, qui est la GP24. Donc moi je suis pas étonné de sa perf, mais je suis toujours sur la réserve le concernant parce que je pense que quand ça va, j'ai quand même peur sur la longueur, ouais. Bah, ça s'entend, après on verra ce que ça donne pour la suite de la saison. Pierre, tu rejoins Kevin là-dessus ? Non, moi j'ai toujours beaucoup soutenu Aldeguer l'année dernière, c'était mon cheval de bataille pour démontrer à tous qu'il avait sa place en MotoGP et je pense clairement qu'il le démontre. Après, je rejoins Kevin sur la partie peut-être qu'il est un peu friable mentalement et quand ça se dérègle, c'est moins évident de se remettre bien en ordre, mais je pense que côté Gresini, ils ont un staff beaucoup plus armé. Voilà, qu'en MotoGP pour gérer ce genre de rookie et de talent. Ducati n'a pas l'habitude de parier sur des rookies et quand ils le font, pour l'instant, c'est toujours des pilotes qui s'avèrent très talentueux dans la catégorie. Donc voilà, je pense qu'il va encore monter en puissance cette année. Je dis pas qu'il va gagner, hein. Il y a beaucoup de monde devant lui, mais clairement, finalement, jouer les top 6 à la régulière au championnat, c'est bien possible.
Bon, puis c'est pas dégueu, surtout quand c'est ta première année aussi, quoi. On va parler d'un sujet qui fâche avant de clôturer cet épisode. On va essayer d'être rapide et concis. Mais Pecco qui tombe, Pierre. Week-end très très compliqué pour ton chouchou. Ouais, effectivement, en qualif, il se rate un peu. Alors, il part de la deuxième ligne, sixième, mais il se rate un peu, alors que le vendredi, pour une fois, il l'avait assuré, avec le deuxième meilleur chrono. En sprint, il tombe, en prenant le vibreur, pas trop compris pourquoi. Et en Grand Prix, bah, lui, il part aussi un peu comme Zarco en pluie. Donc, il est complètement tanké au départ, parce qu'il n'utilise pas tous les devices pour pas cramer ses pneus, parce que c'est quand même bien sec. Donc, si tu tires trop sur les pneus pluie et que le bitume est sec, bah, tu vas les cramer, tu pourras pas finir la course. Donc, il se fait doubler par tout le monde, et Bastianini arrive en mode kamikaze dans le virage numéro 3 et fout Pecco par terre, fout aussi, on l'a pas dit, mais Mir par terre, Mir qui se blesse d'ailleurs. Donc ça conditionne toute sa course en fait, dans le sens où il va rentrer au stand ensuite Pecco pour rechanger de moto, partir sur la moto avec les slicks, principalement d'après ce qu'il dit, parce que sa moto était abîmée, sa moto en pluie, donc de toute façon, vu que ça séchait, on retente le pari. Mais c'est pas ce qu'il avait prévu dans son discours d'après-course. Il avait bien dit qu'il avait l'intention de rester un peu comme Zarco en slick toute la course, c'était son choix dès le début, en pluie. Donc voilà, après, je pense qu'il perd un peu de lucidité, il est complètement largué à plus d'un tour d'écart avec toutes ces péripéties. Donc week-end gâché, il perd 32 points face à Marquez, il a plus de 50 points au classement, ça s'annonce dur pour la suite, c'est pas impossible, hein, mais effectivement, que de la malchance ce week-end. C'était assez étrange de le voir en piste ce week-end. Je sais pas comment expliquer, enfin, ça fait quand même un long moment que je vais voir des grands prix en bord de piste et tu te rends compte quand même qu'il y a des choses que tu vois quand tu es sur place que tu vois pas forcément à la télé par moment, mais il a un comportement corporel sur sa moto qui n'est pas le même qu'il pouvait avoir l'année dernière. T'as un peu l'impression d'avoir un chat dans une flaque d'eau. Je sais pas si c'est la bonne image, mais qu'il n'est pas aussi à l'aise que ce qu'on pourrait espérer de lui. Et c'est assez étonnant. Moi, j'ai un peu l'impression que sa saison commence à être gâchée. C'est Kenny Forêt qui disait qu'il pense que en fait, Pecco, face à Marquez, manque de lucidité complètement sur sa saison. Kevin, est-ce que tu rejoins le propos ? Oui, mais moi, Bagnaia, j'étais toujours en confiance en disant que il prend son temps, il a besoin de chercher le réglage qui lui manque, et en attendant, il engrange des gros points, et quand il va se mettre en route, ça va le faire, mais il faut pas que ce soit trop tard. Là, j'ai peur que... En fait, je suis pressé d'être à Silverstone pour voir comment il va se relever de ça, parce que pour moi, il y a deux solutions. Ou ça la fait rentrer dans une spirale négative, comme on a déjà vu chez lui. Et ça va être compliqué de se remettre en selle correctement, surtout vu le retard qu'il a. Ou alors, au contraire, ça lui a créé un déclic, en mode YOLO, entre guillemets. Maintenant, il faut y aller. Tout à l'heure, dans l'émission dont tu parlais, Kenny Forêt a dit un truc très intéressant. Il disait qu'il pensait que Bagnaia allait redevenir performant quand il va avoir mis le titre de côté mentalement. Donc je sais pas, je suis pressé d'à Silverstone pour voir, et pour moi je reste persuadé que en fait prendre 50 points par Marquez, ça arrive à plein de gens bien. Enfin, Marquez c'est un extraterrestre, enfin c'est la vie, tu te fais laver par le meilleur pilote de tous les temps en moto égale, bah c'est pas grave quoi. C'est dommage, mais c'est pas grave. Par contre, là maintenant faut battre Alex Marquez, c'est plus possible. Tu peux pas laisser le petit frère sur une moto satellite de l'année dernière devant toi à toutes les séances, à toutes les courses. Là, il faut que ça s'arrête rapidement. Et le problème, c'est que là, on va à Silverstone. Après, c'est Aragon. Et après, par contre, on enchaîne Mugello-Assen. Donc, on sait que Mugello-Assen, normalement, il est proche d'être intouchable. Donc, je suis pressé de voir, et j'espère qu'il va arriver sur ces deux Grands Prix dans de bonnes dispositions, quoi. Ouais, ça sera intéressant à voir pour les prochaines courses. Les garçons, avant de clôturer cet épisode, moi j'ai une question pour vous quand même, qui n'était pas au Mans.
est-ce que vous êtes un peu dégoûté de ne pas avoir été sur place ? Pas du tout, franchement, j'ai pas subi le monde, la chaleur, les 30 minutes de queue pour faire pipi, la pluie, les mecs bourrés, les rupteurs la nuit, je suis très content de ne pas avoir subi ça. Donc, ouais, non, je vous rejoins, moi je suis pas agoraphobe, mais ça m'angoisse un peu quand il y a trop de monde dans un espace clos, même si là je comprends qu'il n'était pas fermé, pas de toit au-dessus de la tête, mais clairement en 2023 c'était un peu ma limite déjà. Là ouais non c'est bon quoi. Je reste à la maison. Il paraît qu'à Silverstone il n'y a personne, les Anglais ils critiquent beaucoup leur circuit en disant rien n'est fait pour qu'on vienne voir les courses. Bah écoute, je vais y aller dans 2 semaines, on verra, mais s'il n'y a que 10 000 personnes ça me va. Est-ce qu'il y a un moment où les Anglais râlent pas ? Ouais, bah, pour le monde, on en a déjà parlé, mais je confirme. Enfin, pour vous donner une idée, moi je me suis levée à 5h pour aller poser 2 sièges de camping pour être sûre d'avoir une place au garage vert pour mon père et moi. Donc, les copains d'ART72 étaient déjà installés. Donc ça vous donne une idée des gens qui à minuit avaient installé carrément des canapés OS bleu sur la colline. Après, vraiment, quand je vois ça, je me dis putain, en France, on est déterminé. Quand on a envie de quelque chose, on y va, parce que les mecs avaient installé des échafaudages à certains endroits. J'ai mis une photo sur Twitter, mais franchement, il y a de la volonté quand c'est pour venir voir des courses moto quand même. Merci les garçons, c'est tout pour nous aujourd'hui. On se retrouve, comme tu l'as dit Pierre, dans 15 jours, du 23 au 25 mai pour le Grand Prix des Angles et des Saxons à Silverstone. D'ici là, vous pouvez nous retrouver sur Twitter, Discord, Facebook, sur toutes les bonnes plateformes de streaming pour écouter le podcast, mais aussi sur YouTube. Et vous pouvez retrouver Kevin qui, même s'il a raccroché le micro pour quelques temps, est toujours sur Twitter et va toujours vous sortir soit des tweets intéressants, soit des tweets qui vont faire râler, puisque t'as toujours envie de te faire attraper la veste cette année. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir de vous avoir tous les deux au micro, et c'était un plaisir de vivre cette course au Mans. Donc, je vous souhaite une très bonne soirée et à très vite. Merci beaucoup, bisous. À plus. Aux enfants de la patrie, le jour